Alors, bienvenue au quatrième webinaire de la série Parlons d'éducation à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation en collaboration avec le Bureau des diplômés. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Stress et santé mentale chez les élèves en période de pandémie. Avant de vous présenter notre invité, je rappelle aux participants et participantes que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre aux différentes questions. Alors, c'est avec grand intérêt que j'accueille aujourd'hui M. Jonathan Bluteau, psychoéducateur et professeur agrégé au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM. Il est chercheur associé à l'Institut Santé et Société de l'UQAM et membre, entre autres, du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance et de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Alors, bonjour. Bonjour, M. Bluteau. Vous allez bien? Oui, bonjour, Monsieur Duquette. Bonjour, bonjour. Alors, nous discuterons notamment de stress et de santé mentale chez les élèves en contexte de pandémie. Je pense que c'est un sujet assez d'actualité. On en parle un peu partout sur toutes sortes de plateformes. Donc, on se cachera pas là. Le sujet, on le voit partout. C'est préoccupant pour plusieurs. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Alors, face à l'inconnu, comment devons-nous réagir? Comment pouvons-nous expliquer et comprendre les effets du stress chez nos élèves? Puis, si je me trompe pas dans les petites discussions qu'on a eues préalablement, ben, je pense qu'on va être capable de faire un certain parallèle entre la période de pandémie, puis si on n'était pas en pandémie, c'est quoi les éléments qui distinguent et qu'est-ce qui vient influencer. Alors, je commencerai avec une question un peu générale, puis après ça, je vous cède la parole. En quoi le stress influence la santé mentale? Oui, mais bonjour tout le monde. En fait, bon, la question est bonne, hein, parce qu'on associe souvent le stress aux problèmes de santé mentale, mais il faudrait savoir déjà pourquoi le stress viendrait influencer la santé mentale et en quoi, ou quels sont les processus qui viennent faire en sorte que le stress vient créer un problème dans notre santé mentale. Donc ça pose deux questions. Un, c'est quoi une réponse de stress ou qu'est-ce qui est le stress, puis qu'est-ce qui est la santé mentale? Donc, si je réponds d'abord à qu'est-ce qu'est le stress, ben, il faut savoir qu'on associe souvent le stress à des éléments comme la pression du temps, euh, nos patrons, les échéanciers, à la limite, nos enfants. Donc, on va associer le stress à des causes qui sont extérieures. Puis bon, en fait, la science du stress est assez bien établie, puis on est capable vraiment d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a une réponse de stress, puis en quoi ça vient créer des problèmes au niveau de la santé mentale, mais à la fois la santé physique. Euh, si on se ramène à la connaissance de ce que c'est le stress, là, c'est Anne Seeley qui est un chercheur. D'abord, le terme stress, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un terme qui est né à Montréal, principalement à l'Université de Montréal. Donc, le terme qui est utilisé, là, puis la connaissance qu'on a sur le stress, ça vient d'ici. C'est Anne Seeley qui a fait ses études à Montréal et qui s'est intéressée rapidement à savoir quelles étaient les hormones qui étaient sécrétées lorsque le corps était agressé, si je fais un résumé, là. Et ce qui s'est rendu compte, en fait, en stressant les animaux, comme notamment des rats de laboratoire, là. Donc, il a fait des expériences comme des implantations d'organes, mettre des rats au chaud, au froid, euh, euh, induire des maladies. Donc, pour se rendre compte, en fait, là, que la première définition de ce que c'est le stress, c'est une agression au corps. Donc, lui, il a vraiment déterminé ce qui étaient les éléments physiques d'une agression au corps. Donc, on peut stresser un humain ou un animal, là, cependant, là, ben, c'est les mêmes mécanismes. En induisant, mettons, une température importante, donc soit du froid ou du chaud. Donc, dès que la température est très élevée d'un côté ou de l'autre, on génère une réponse de stress. Une agression comme une agression physique qui crée de la douleur, donc la douleur ou les agressions physiques au corps, la maladie, donc avoir un virus, hein, c'est le cas de le dire, ou n'importe quelle autre maladie.
et être privé de sommeil ou être privé de nourriture. Donc ça, on sait là, que les déterminants que je viens de vous décrire, on sait que ça génère dans le corps une réponse de stress. Mais ensuite, plus tard, dans les années même 60, il y a un chercheur qui a fait une expérimentation vraiment intéressante, puis on a été capable de découvrir à ce moment-là qu'il y avait à la fois des déterminants psychologiques d'une réponse de stress. Fait que si la douleur, la maladie, la privation de sommeil, privation de nourriture, agression au corps génèrent une réponse de stress, bien, il existe aussi des déterminants psychologiques, qui a été un gros débat scientifique, en fait, entre les années 30 et les années 60. Et comme je vous dis, Mason, qui est un chercheur qui a vraiment fait cette découverte, lui, ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait des déterminants psychologiques dont, je vais vous en nommer 4, là, tous les laboratoires au monde là, qui étudient le stress, là, d'ailleurs, les meilleurs laboratoires là, sont en Allemagne, aux États-Unis, au Québec, au Canada. Puis, il n'y a pas un laboratoire qui a trouvé un autre déterminant que le contrôle diminué ou avoir la perception qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego menacé. Donc, l'ego menacé, là, normalement, dans le monde animal, l'ego menacé va être lié au statut social dans un groupe ou à la protection du territoire, si on peut l'expliquer comme ça. Chez l'humain, ben, un exposé oral, une situation d'évaluation, le statut social aussi là, en fait partie. Sont des éléments qui vont jouer sur l'ego menacé. Fait que déjà, là, depuis au moins 50 ans, on sait ce qui nous stresse. Donc, on pourra revenir à la pandémie ou à d'autres éléments, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, qu'il soit psychologique, là, comme je viens de le décrire, ou physique, en fait, il va sécréter les mêmes hormones. Okay? Donc, ça va être le même mécanisme qui va se mettre en branle. Et puis, ces hormones-là ont comme particularité d'être très efficaces. Donc, normalement, lorsqu'on a une réponse de stress, c'est-à-dire que lorsque vous sentez votre cœur battre, par exemple, ça, c'est de l'adrénaline, c'est de l'épinéphrine, c'est de la noradrénaline. Hein, c'est vraiment une famille d'hormones qu'on appelle des catécholamines. Puis cette famille d'hormones, là, elle a comme but vraiment de mobiliser pour bouger. C'est instantané, en fait. Et c'est là qu'on sent le cœur battre. Là. Mais si on maintient ce stress-là pendant 5 à 7 minutes plus tard, là, il y a une autre famille d'hormones qui embarque, qui sont les glucocorticoïdes. Et en fait, les glucocorticoïdes, elles, c'est là que ça peut devenir problématique. Des glucocorticoïdes sont des cortiques. Le mot, c'est du glucose, donc du sucre, donc c'est de l'énergie, et des anti-inflammatoires, des corticoïdes. Donc, vivre une réponse de stress, sécréter des hormones de stress, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsqu'on en sécrète trop et trop souvent. Et là, lorsque ça devient chronique, en fait, là, c'est une chaîne. Là, bientôt, je vais rentrer dans la santé mentale. Là, je suis juste dans la réponse de stress. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on sécrète beaucoup de ces hormones ont accès au cerveau, puis elles déclenchent des ondes dans le cerveau. Hein? Parce que si on a une réponse de stress, c'est parce que nécessairement, c'est en lien avec la survie ou l'adaptation. Fait que lui, le cerveau, là, à partir du moment où il y a une réponse de stress, il y a des ondes qui sont activées par les glucocorticoïdes, dont les ondes de la mémoire. Parce que si j'ai une menace, le cerveau répond à une menace. Si j'ai une menace, je dois mémoriser une information importante qui va me servir plus tard. Hein. Donc, les ondes de la mémoire et toutes les ondes frontales là, au niveau du cerveau, qui sont des ondes de régulation des émotions. Bon, fait qu'il faut savoir que la réponse de stress permet d'encoder de nouvelles mémoires. C'est un des premiers éléments et permet également de mobiliser des ressources et active des ondes du cerveau. Cela dit, ça se corse lorsque ce système-là est déclenché chroniquement. Là, si on revient à la pandémie, mais là, que ce soit la pandémie ou un contexte quotidien, je veux dire, quelqu'un qui vit de la violence à tous les jours va vivre une réponse de stress chronique, vous comprenez? Là, ensuite, la pandémie fait en sorte que tout le monde est un peu soumis à des stresseurs importants, là, que ce soit financier, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille. Dans tous les cas, il y a une pression puis il y a une réponse de stress. Mais là, depuis le mois de mars ou avril, ça commence à devenir chronique. Donc, tu sais, quand vous voyez après les prévalences augmenter là, des problèmes de santé mentale, bien, c'est notamment
Parce qu'à un moment donné, c'est comme si je vous disais, rouler sur le frein à main, là, ben, à un moment donné, les freins s'usent. OK? C'est un peu ça le principe. Puis ben là, on roule sur le frein à main. Fait qu'on roule, là, mais il y a quelque chose qui est engagé, qui s'use, puis c'est trop activé. Donc, le système de stress, il est efficace. Il nous permet vraiment de s'adapter, de survivre, d'évoluer, parce que ça a permis d'évoluer à l'ensemble des espèces, parce qu'on n'est pas les seuls à être dotés d'un système de réponse au stress. On le partage avec un ensemble d'espèces vivantes. Et il faut savoir que ce mécanisme-là, lorsqu'il est déclenché trop souvent, de manière chronique, on développe des problématiques de santé mentale. Les problématiques de santé mentale là, qui sont notamment reliées au système de réponse au stress, c'est l'anxiété, la dépression et l'épuisement. Donc, l'épuisement, communément appelé le burn-out, mettons. Donc, les prévalences qui augmentent lorsqu'il y a beaucoup de stress, ben, c'est principalement dans la population générale, c'est ces problèmes-là. C'est les problèmes anxieux qui mènent à des problèmes dépressifs et qui mènent éventuellement à de l'épuisement du système de réponse au stress. Ce qui fait qu'on est en burn-out, en fait. Fait que ça, c'est vraiment comme le lien, là, tu sais. Donc, si je vis beaucoup de stress, mon cerveau est alerte, il est déclenché souvent, il devient de plus en plus sensible à la menace et en devenant plus sensible à la menace, il développe de l'anxiété. Donc, il développe de l'anticipation. Fait que là, plus moi, je perçois des menaces, plus je les anticipe, plus je développe un mécanisme anxieux. Et là, ça, on va le voir chez les enfants beaucoup. Puis là, chez les adolescents, on va voir apparaître les mécanismes de dépression. Mais chez les adultes aussi. Fait qu'il faut savoir qu'il n'y a jamais de dépression sans anxiété. Fait que l'anxiété, à un moment donné, génère, là, ça devient plus chronique, plus solide, et on tombe dans des processus dépressifs, éventuellement, jusqu'à ce qu'on s'épuise. Donc, les prévalences augmentent lorsque le stress est élevé. Là, c'est les problèmes anxio-dépressifs. C'est pas la schizophrénie, c'est pas la déficience intellectuelle, c'est pas, tu sais. Après, prenez plusieurs maladies mentales, ou, comme la schizophrénie ou la bipolarité, ou prenez les syndromes neurodéveloppementaux, la prévalence n'augmentera pas en période de stress. C'est-à-dire, je ne crée pas plus de schizophrènes. Il peut y avoir des crises psychotiques qui sont déclenchées, mais je ne déclenche pas de TSA ou de schizophrénie, vous comprenez? Donc, il faut voir que s'il y a un lien entre le stress et la santé mentale, ben, c'est un lien qui est stress et processus anxio-dépressif et épuisement. Mais ensuite, je vois, M. Duquette, là, que vous voulez intervenir. Ouais, mais non, non, je vais book, vous laisser aller, là, c'est trop intéressant. Allez-y, allez-y. Mais tu sais, je boucle vraiment sur un point. Ce qui est important de savoir après, c'est que qu'on soit atteint d'une maladie mentale comme la schizophrénie ou que j'ai un problème neurodéveloppemental comme les troubles du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle, dans tous les cas, où je suis une personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas de maladie mentale là, ou de syndrome neurodéveloppementaux, dans tous les cas, quand on stresse trop les individus, on génère des problèmes. Okay? Puis après, ben, chaque individu a une capacité relative, selon leur vécu, à répondre à une réponse de stress. Fait que voilà, je ferme ça. Là. Je vous laisse aller sur une deuxième, un autre Ben, en élément. fait, très intéressant. Là, puis je répète au public, vous pouvez nous écrire des questions, puis on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Là, j'ai vu une question là, entre la distinction entre le stress et l'anxiété. Mais avant d'aller là, est-ce que la notion de stress chronique, que ce soit occasionné par la pandémie ou quoi que ce soit, je pense aux élèves, aux étudiants qui présentement sont en fin de session et ont des examens, tout ça. Ma question, c'est est-ce qu'on empile des couches de stress qui deviennent, où le fil devient excessivement mince ou devient excessivement fragile et que ça crée un stress énorme? Comment on peut, en fait, comment vous interprétez Oui. ça un peu? En fait, oui, c'est-à-dire, si j'entends bien votre question, c'est que est-ce que le stress s'additionne ou Oui. je ne sais pas si c'est ça, oui, Est-ce que OK. c'est exponentiel? Est-ce que c'est Oui, additionné? Est-ce que... oui, ben en fait, ouais, j'aimerais ça vous dire le contraire, mais non, c'est exponentiel. Tu sais, dans les découvertes que je vous ai montrées là, précédemment, que je vous ai expliquées, là, les chercheurs, ben, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux ajouter un stresseur physique à un stresseur psychologique, puis il sera plus important.
Une des expériences qui a été faite par rapport à ça, là, c'est Mason. Il a pris trois, je vous explique ça rapidement. Il a pris 3 groupes de singes. Suivez-moi, là, faites-vous une image dans la tête. J'ai 3 groupes de singes. Ils sont équivalents en termes d'âge, en termes de sexe. Et puis, je les stresse de niveau égal. Donc, on les a privés de nourriture pendant un certain nombre de temps. Donc, ce sont des singes stressés à un même niveau équivalent. J'ai un groupe de singes qui est dans une salle. J'ai deux autres groupes de singes qui sont dans une salle, mais séparés par une vitre. OK? Donc, j'ai un groupe qui est isolé, puis j'ai 2 groupes qui se voient. Et le chercheur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été nourrir un des groupes là, qui pouvait être vu par l'autre groupe. Et ce qu'il a découvert, en fait, c'est que le groupe qui n'avait pas été témoin, le groupe de singes qui n'a pas été témoin des animaux qui ont été nourris, ont sécrété moins d'hormones de stress que ceux qui ont été témoins. Donc, on les a tous stressés de manière égale, physiquement, en privant de nourriture, mais on a été capable d'ajouter un stresseur psychologique qui a augmenté la sécrétion des hormones de stress. Fait que la morale dans ça, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux vous maltraiter physiquement, et si je vous maltraite psychologiquement en plus, prenons cette image, mais si je vous maltraite psychologiquement en plus, j'ajoute. Donc, oui, à un moment donné, l'accumulation fait en sorte que ça peut devenir exponentiel. Cela dit, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la façon aussi de répondre à ces stresseurs va être aussi liée à la façon dont on les perçoit. Donc, ce que l'on sait également, c'est que si je pense, moi, que la réponse de stress que j'ai dans le contexte de la COVID est positive, cette pensée positive reliée à la réponse de stress, là, ou au contexte, disons, va faire en sorte que je vais sécréter moins d'hormones que quelqu'un qui pense que c'est négatif pour lui. Donc, la simple croyance que j'ai en ce que c'est une réponse de stress ou ce que je vis en ce moment par rapport à la pandémie, bien, si moi je me dis que, bien, au contraire, c'est un contexte dans lequel je peux me renouveler, je peux, bon, je fais une blague, là, mais que je peux, en tout cas, j'utilise cette situation-là pour quelque chose d'autre chose, de positif, bien, la simple croyance que c'est positif va quand même faire en sorte que je vais sécréter moins d'hormones que si je pense que c'est négatif. Donc la pensée joue un rôle important dans ce processus-là aussi. Là. OK, parce que ça rejoint un peu pour plusieurs. Je vous entends pas. Ah, est-ce qu'on m'entend? Pour plusieurs, on saisit en fait qui ont besoin. On m'entend pas, hein? On a un petit problème technique. On va essayer de le rétablir. Je réactive les micros. Est-ce qu'on m'entend? Vous ne m'entendez plus? Bon, on me dit qu'on m'entend bien sur le Facebook. Alors, je ne sais pas si... attendez, on va juste se placer sur mute quelques secondes et on va revenir. Alors, Monsieur Bluteau, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, absolument. Moi, je n'entends pas Monsieur Duquette. OK. Ça dit que mon micro est fermé. OK, attendez, on va essayer de réactiver tout ça. Alors, on nous confirme qu'on entend très bien, là. Je vais essayer de vous écrire quelques questions. En fait, peut-être. Sinon, je vous suggère peut-être d'écrire la question dans le. Oui, là, exactement. je vous entends pas. À moins que je me débranche et que je me rebranche, est-ce que c'est possible? Oui, écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Désolé, public, on va prendre une petite pause et on va vous revenir. Okay. Ça sera vraiment pas long. Allô? Oui, bonjour. OK, je vous entends. Ah, excellent. Donc, on peut reprendre. En fait, ce que j'allais dire au moment où on a
C'est qu'il y a certaines personnes qui nous disent, ben moi, c'est sous pression que je performe et que je réussis bien et tout ça, donc ça m'en prend du stress, ça me prend une pression. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? Donc, ce que vous nous disiez, c'est que plusieurs personnes répondent relativement bien à ces fonctions-là et pour d'autres, ça peut devenir excessivement problématique. Oui, bien en fait, le stress, c'est un moteur, hein? Donc oui, ça permet de passer à travers des épreuves, ça permet de surmonter les épreuves. Donc, la principale raison d'une réponse de stress, en fait, c'est ça. Maintenant, le problème revient toujours au fait que chez un certain nombre de gens, euh, à la fois la réponse de stress chronique ou une réponse. Sauf que je veux dire, une réponse de stress au quotidien, c'est normal. Puis ça permet vraiment de fonctionner. Donc, ça permet de se lever le matin, puis de faire notre journée, en fait. Donc les gens qui l'amènent de cette façon ont totalement raison. Mais à un moment donné, puis là, certains ont dit, moi, ça m'en prend beaucoup avant de. Bon, ben ça, c'est vrai. Après, chaque personne, selon soit leur capacité personnelle ou leur réseau social, en fait, vont réagir de manière différente. Puis après, ben là, je vous épargne de manière développementale, on n'est pas tous égaux par rapport à la réponse au stress. Fait que je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui sont plus vieux, là, c'est-à-dire qui ont mon âge, vous allez vous rappeler de la crise du verglas qu'il y a eu au Québec. Et ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par les chercheurs en stress. Puis, on est en train de le vivre avec la COVID. C'est un peu le même contexte qu'on est en train de vivre. Une situation de stress chronique pendant un certain temps. Et chez les femmes enceintes, pendant des périodes de stress importantes, donc ce qu'on observe là, à la fois chez les mammifères comme chez les humains, lorsqu'un enfant naît et que sa mère a été très stressée là, pendant une période du développement, bien, ce que l'on sait, c'est que ça fait en fait des enfants qui ont une tendance à être plus réactifs. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant, quand il naît pour être préparé à un environnement dans lequel il va naître. Donc, logiquement, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le bébé humain est né pour survivre dans la jungle. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour survivre. À partir du moment où il est avec sa maman, là, ou et sa famille, il est fait pour survivre. Mais si la mère vit beaucoup de stress durant sa grossesse, l'enfant se prépare à naître dans un environnement qui serait probablement stressant. Donc, même de manière développementale, c'est ce qui va se produire et ça fait des enfants qui deviennent plus réactifs pour justement répondre à un milieu qui serait adverse, donc dans l'adversité. Donc, tu sais, ce qu'il faut juste comprendre derrière ça, c'est que nos mécanismes de réponse au stress qui mènent ou pas à des problèmes de santé mentale sont des mécanismes qui sont un vestige de l'évolution. Fait que si on le partage avec beaucoup d'espèces, jusqu'aux vertébrés, en fait, c'est que euh, c'est un mécanisme qui fonctionne indépendamment du fait qu'on soit en 2020, là, où, vous comprenez. Lui le corps ou l'organisme réagit vraiment en fonction de ce qui arrive dans l'environnement. On a été optimisé sur des milliers d'années OK. dans un environnement qui n'est pas le nôtre, en fait. Très intéressant. Je nous fais basculer un petit peu de l'autre côté. On a parlé un petit peu de stress, tout ça qui nous amène à la santé mentale. Alors, peut-être juste nous dire un peu, là, dans votre définition, un peu, là, qu'est-ce que la santé mentale est? Oui. Ben, tu sais, déjà, depuis le début, j'ai essayé de différencier maladie mentale, syndromes neurodéveloppementaux, et puis ce qu'on pourrait dire de santé mentale. Tu sais, la santé mentale, il faut la voir en fait comme la santé physique, c'est-à-dire que c'est un continuum. Tu sais, si je vous demande, Monsieur Duquette, avez-vous déjà eu le rhume? Je suis à peu près certain que vous allez me dire oui. Mais ce qu'on sait dans des études qui ont été faites là, par des chercheurs australiens, on sait en fait que dans la vie d'un humain moyen, il va vivre une période d'anxiété. Okay? Comme on vit un rhume à chaque année, euh, les humains vont vivre des périodes d'anxiété qui peuvent être considérées comme problématiques. Okay? Parce que ça fait partie de la vie. À un moment donné, on vit beaucoup de choses, on vit du stress, puis on développe des mécanismes anxieux. Fait que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété s'induit chez tout le monde. Après, il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, là, on revient toujours à ça, mais je peux induire des processus anxieux chez tout le monde si je vous maltraitais.
Si on le fait avec les animaux, c'est ce qu'on voit. Quand on maltraite un animal ou qu'on le stresse, on le prive de sommeil, revenez à ce que je vous ai dit tantôt, là. Bien, quand on stresse un animal, à un moment donné, jusqu'à un certain point, il se rend à des processus anxieux jusqu'à l'épuisement, puis on peut aller jusqu'à la mort là, en privant de sommeil. Bon, fait que vous comprenez. Donc, la santé mentale, ben, c'est ça. Fait que je peux être diabétique et en bonne santé physique si mon diabète est bien contrôlé. Je peux être schizophrène avec donc un état schizophrénique et être en bonne santé mentale. OK. Mais je peux être en mauvaise santé mentale. Et là, c'est là que le stress chronique joue. Fait que, si je suis une personne schizophrénique puis que je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, c'est sûr que mes symptômes positifs et négatifs, là, ou mes symptômes de psychose sont vraiment, je suis vraiment à risque de basculer. Donc, ça va être pour tout le monde. Fait que, si j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette, qui est un syndrome neurodéveloppemental, bien, en période de stress importante, mes tics vont augmenter de manière considérable. OK? Donc, fait qu'il faut voir la santé mentale sur un continuum de santé. Puis ensuite, ben, chacun de nous a des conditions d'état de santé différents. Là. Fait que là, je vous ai fait le parallèle entre le diabète et, mettons, la schizophrénie. Ben, ce sont des maladies traitables, là, disons, là, comme ça, ou gérables, avec soit les habitudes de vie ou une médication, mais ça n'empêche pas que ces individus peuvent être en bonne ou en mauvaise santé mentale. Fait que la différence entre la maladie mentale et la santé mentale, ben, c'est un peu ça. Il existe un continuum de santé mentale, on est tous dessus, indépendamment de ce qu'on a comme condition médicale, de maladie mentale ou physique. Là. Fait que j'espère que c'est clair ce que je dis. Oui, non, tout à fait. Pour moi, c'est très, très clair. Ça me ramène aussi là, à des préoccupations qu'on a dans le milieu scolaire, notamment au niveau de l'aide alimentaire, tout ça, de la sécurité alimentaire. La question de la pandémie est venue fragiliser beaucoup là, certains besoins de base, je vais le dire comme ça. Puis donc, ça pourrait, à la limite, dans certains cas, augmenter là, en fait, débalancer un peu l'équilibre qu'il y avait là, pour toutes sortes de raisons chez certains de nos élèves ou étudiants. Là. Alors, c'est des éléments qui nous préoccupent tous. J'en suis pas mal certain. Je regarde un petit peu les questions qu'on peut retrouver là. J'ai une question ici. Est-ce que le stress déclenche des maladies mentales? Je pense qu'on y a répondu un petit peu, mais c'est comme un enchaînement, peut-être. C'est-à-dire non. Le stress, ouais, c'est oui et non. Hein, ça revient à ça. Le stress ne déclenchera pas de déficience intellectuelle, de troubles de spectre de l'autisme. Vous avez compris ça. Au même titre que le stress ne déclenchera pas des cancers. OK? Tout à fait. Cependant, le stress n'est pas bon. Le stress chronique n'est pas bon éventuellement. Dans le fond, la simple raison, c'est que quand on roule trop longtemps sur le frein à main, c'est-à-dire sur le stress chronique, puis que là, notre corps, lui, est sollicité, bien, notre corps, là, pour être capable de répondre à des situations de stress chronique, c'est-à-dire de soutenir une menace longtemps, il doit faire un compromis. Donc, il fait des compromis après ça sur d'autres choses. Puis là, bien, ce qu'il fait, c'est que quand, à un moment donné, il y a trop de ressources dépensées à se défendre par le stress, bien, à un moment donné, c'est le système immunitaire qui s'affaiblit, il y a d'autres ressources qui s'affaiblissent. OK? Donc, puis lui, bien, il va toujours prioriser la menace, votre corps, au détriment de d'autres fonctions. Donc, fait que le stress, en fait, ne déclenche pas les maladies Non. ou donc ne déclenchera pas des cancers, mais il ne va pas améliorer votre capacité à y faire face. Donc, être trop stressé me limite dans ma capacité à faire face à de l'adversité qui serait plus difficile. Donc ça ne m'aidera pas à passer à travers un cancer. Si on le prend comme ça, là, mais ça ne l'induira pas. Au même titre. Mais est-ce que ça peut induire de l'anxiété? Oui. Ça, je vous ai expliqué tantôt dans le continuum, mais ça va pas. Ça peut faciliter l'induction d'une psychose chez une personne schizophrène. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, là. C'est très nuancé, mais c'est sûr que prenez un enfant, stressez-le beaucoup, puis vous allez quand même créer de l'anxiété. Fait que pour l'anxiété, oui. Mais pour moi, mon regard, c'est là, peut-être qu'il va y avoir un débat, mais pour mon regard à moi, l'anxiété n'est pas une maladie mentale.
L'anxiété est un problème d'adaptation. OK. La schizophrénie est une maladie mentale. Donc là, il y a une nuance. Oui, on va assurément y revenir. Je prends une autre question du public, je me permets ça. Est-ce qu'on protège trop les enfants du stress? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question. Oui et non. On vit dans des environnements qui sont probablement trop protecteurs. Moi, j'ai développé un programme là, qui s'appelle le programme In Vivo, dans lequel on prend des adolescents, puis le but, c'est de les stresser. Puis on les stresse pour voir apparaître, en fait, leurs mécanismes d'adaptation, leur comportement quand ils sont stressés. Puis on leur apprend à mieux composer avec leur réponse de comportement quand ils sont stressés. Okay? C'est un peu ça qu'on fait. Est-ce qu'on ne les stresse pas assez? Là, chez ces jeunes-là, ils sont déjà très stressés. Là, donc, eux, on fait juste leur apprendre à composer différemment. Mais c'est sûr que de vivre, est-ce qu'on protège trop les enfants du stress? Est-ce qu'on les protège trop de situations qu'ils pourraient vivre là, sans regard parental? Probablement que oui. En tout cas, là, je vais faire vraiment de l'agisme, là, mais plus qu'avant, puis je le vois comme mes comportements que j'ai envers mes enfants, probablement, et les comportements parentaux là, de l'époque. C'est sûr qu'on protège beaucoup plus nos enfants. Sont moins exposés à être autonomes, mettons. Oui, puis il y a tout un aspect où je me regarde moi-même comme parent, là, où on essaie d'avoir des horaires hyper chargés pour nos propres enfants. On les occupe tout le temps avec plein d'activités, certaines qui sont liées à certaines performances sportives, un équilibre, tout ça, en tout cas, il y a comme une autre forme de pression qui se rajoute dans tout ça, là. Puis, est-ce qu'on laisse toujours place à la créativité puis à simplement être un enfant puis jouer, là? Ben, du moins, le jeu libre ou le jeu libre en groupe, là, c'est-à-dire avec d'autres amis, c'est un moyen normal de vivre. Absolument. Ouais. C'est là qu'on fait les apprentissages de régulation, en fait, de régulation des émotions. Tu sais, quand je vous disais tantôt le statut social, revenons au groupe, là, puis comment on évolue comme humain. Bien, c'est sûr que les enfants qui font du jeu libre ensemble apprennent énormément. Ils apprennent que lorsqu'il y a un coup qui est donné à l'autre qui est un petit peu trop fort, puis que le coup revient, OK, il y a un apprentissage qui est fait. Ça veut dire que si on avait qu'à se battre pour de vrai, là, je perdrais. Ben, oups, on vient de corriger le rang social. Vous comprenez qu'à un moment donné, un enfant, ça apprend aussi dans des contextes de jeu qui ne sont pas contrôlés, puis il apprend à réguler ses émotions, à savoir où est sa place dans le groupe, à négocier avec d'autres enfants. Mais ça, on le fait de moins en moins. Là, en tout cas, le jeu libre là, Ouais. est moins favorisé à la fois dans les institutions, comme à l'école, puis à la fois même dans nos mœurs à la maison. Là. Je me permets un petit peu, parce que j'ai vu dans vos différentes recherches là, que vous parlez un peu du surdiagnostic, puis du de tout ça en lien avec la santé mentale. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez, que vous abordez, mais j'appelle ça les effets Google, là, c'est-à-dire je deviens mon propre médecin, je vais aller voir sur Internet qu'est-ce qui se dit, tout ça. Est-ce que ça a un effet sur le mode de vie des gens, puis une espèce d'autodiagnostic qui peut devenir dangereux, là, puis des impacts justement sur le stress et tout ça. Là. Je me permets cette question-là, elle n'était pas prévue dans l'entrevue du tout. Là. Non, mais c'est un thème que je m'intéresse depuis déjà 3-4 ans, là, le surdiagnostic. Bon, avant d'être prof à l'université, là, j'ai fait une carrière en psychiatrie enfant, adolescent, adulte. Et puis, pour réaliser en fait que il y a un enjeu important dans tout le système, là, c'est le diagnostic médical. Le diagnostic médical des troubles mentaux est un diagnostic avec une faible validité. Ça, la communauté scientifique internationale est d'accord avec ça. Maintenant, on n'a pas d'autres outils. Là, on est comme un peu pris. On a le DSM, qui est l'outil principal. C'est pas un outil très valide, puis on n'a pas d'autre chose. Fait que là, depuis à peu près 10 ans,
On est conscient de ça. Puis, tous les chercheurs à travers le monde qui s'intéressent à la fois à la santé mentale, la maladie mentale d'un point de vue fondamental, sont en train de chercher des signatures précises ou si on avait un scan là, ou une prise de sang, là, on le saurait. Là. Ouais. Okay? On est capable de savoir qu'il y a une dépression, puis est à quel niveau, puis vous comprenez, on n'en est pas là encore pour à peu près aucune maladie mentale ou presque. Sauf la schizophrénie qui se diagnostique assez bien. Il y a des syndromes qui se diagnostiquent bien, mais si je prends le TDAH, c'est un diagnostic vraiment mal foutu, en fait. Là. Il y a beaucoup de faux positifs, en réalité. Okay. Et qui sont probablement l'expression comportementale. Tu sais, là, est-ce que je suis en train de dire que le TDAH n'existe pas? Non. Là, je ne suis pas en train de partir ce débat-là. Je suis plutôt en train d'évoquer qu'il y a probablement une proportion des enfants diagnostiqués TDAH qui reçoivent des services avec un diagnostic de TDAH, qui ont une médication pour un TDAH, qui ont probablement un problème d'anxiété ou juste un problème de régulation émotionnelle en réalité, là, ou qui sont plus immatures, en fait. T'sais, prenez l'exemple des enfants qui arrivent en maternelle et qui n'ont pas tout à fait 6 ans, là, avec la date du... qui arrivent, dans le fond, en bon français, les late. Oui, ben, ces enfants-là, il y a une grosse étude qui a été faite aux États-Unis là, sur... oui, c'est bon, ça a gelé un petit peu, M. Buteau. Ouais. C'est correct, on va reprendre ça. Il n'y a pas de problème, je vous laisse aller. Oui, je disais qu'il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis qui comptait là, 400 000 enfants, là, une étude énorme, qui a vraiment démontré clairement que les enfants qui rentrent à l'école plus jeunes que les autres enfants, là, donc à la maternelle, ont 30 à 40 plus de risque d'être diagnostiqués TDAH. Donc, mais qui serait relié simplement à une forme d'immaturité là, en très bas âge, là, qui se rattrape avec le temps. Souvent, ces enfants-là, on arrive au mois de janvier et puis ils rattrapent les acquis là, souvent. Ouais, on vous prend par bout, mais c'est correct, on peut suivre, c'est bon. Oui. Donc voilà, fait que la question, je me souviens pas, c'était quoi? La question. Le surdiagnostic. Le surdiagnostic, oui, puis l'aspect Google de la chose, là. Oui, ben tu sais, je ne le mets pas tant sur Google là, pour l'instant que le fait que nos systèmes fonctionnent à l'école notamment, là, jusqu'à récemment, les politiques et les mœurs, là, c'était vraiment qu'il faut avoir un diagnostic pour avoir une cote, puis cette cote amène un service. Là, on est en train tranquillement de changer cette culture-là, mais ça a été, les 20 dernières années ont roulé là-dessus, là, donc il y a des enfants quelque part qui ont payé, là. Donc ça, c'est quand même important à considérer. Puis ça, c'est le système qui génère ça. Ensuite, là, puis on est au Québec, on est la province où il y a le plus haut taux de diagnostic de TDAH avec le plus grand nombre de prescriptions, là, si on se compare à toutes les autres provinces canadiennes. Là. Fait que, on n'est pas plus TDAH ici qu'ailleurs. Là, ça, c'est un autre problème. C'est un problème de diagnostic, de surdiagnostic. OK. Excellent. Mais tu sais, quand on donne un diagnostic à quelqu'un qui n'y appartient pas, là, éthiquement, il y a un problème, en fait. Absolument. Je prends une petite question du public. Alors, le stress et l'angoisse sont deux faces d'une même médaille. Point d'interrogation. Non. Ben là, je ne sais pas si vous êtes française, Sarah GHE. Les Français utilisent beaucoup l'angoisse pour exprimer le terme angoisse pour anxiété. Je ne sais pas si c'est ça. Le stress, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, c'est une réponse du corps face à une menace, hein, qu'elle soit physique ou psychologique. Là, on la détermine assez bien. On sait à quoi elle sert. Donc, on répond à des situations stressantes à chaque jour. Ce qui est vraiment mauvais, c'est le stress chronique. Ensuite, l'angoisse, c'est l'anxiété. C'est ce que j'appellerais plutôt l'anxiété. Donc, est-ce que ce sont deux faces d'une même médaille? Non. L'anxiété se développe par des caractéristiques qui sont personnelles et par une induction de stress chronique. En fait. D'accord. Ouais. Je vais afficher une autre petite question de Martine Bossou que je connais bien dans mon organisation. Alors, bonjour Martine, lorsqu'on parle d'arrêt de travail, les médecins écrivent souvent problème d'adaptation. On met des gens en arrêt de travail pour cause d'anxiété. Oui, tout à fait.
Oui, oui. Donc, le syndrome général d'adaptation est un syndrome qui avait été développé par Seeley, le chercheur qui a inventé le terme stress. Puis c'est un syndrome qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, on l'utilise pour évoquer quelqu'un qui est en incapacité de travailler là, à cause de stresseurs chroniques, puis qui se génère en anxiété, dépression. Puis sinon, après, sinon, il y a le diagnostic d'épuisement. Tu sais, tantôt, j'en parlais, là. C'est-à-dire que normalement, quand on tombe en épuisement, là, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus de réponse de stress. Donc, on ne sécrète plus les hormones qu'on devrait sécréter normalement pour se défendre. Et c'est là qu'on est en épuisement. Mais en anxiété et en dépression, on sécrète encore beaucoup d'hormones de stress. Donc, on est encore très réactif, en fait. D'accord. Je prends une dernière question, comme ça j'enchaîne avec le reste de notre entrevue. Génétique et stress, y a-t-il un lien? C'est une bonne question. Oui et non. C'est-à-dire que j'aurais plus tendance à parler d'épigénétique que de génétique. Hein. Tu sais, l'exemple que je donnais tantôt là, du bébé qui vient au monde, Mhm. plus réactif, c'est-à-dire qu'il s'est préparé pendant des mois de grossesse à faire face à un environnement hostile parce que lui, ce qu'il reçoit comme information dans le ventre de sa mère, c'est une mère qui est stressée. Hein. Donc, c'était ça l'exemple que je donnais tantôt. Donc, les hormones de stress passent à travers le placenta, puis le bébé réagit au stress de la mère. Ça, on le sait là, depuis longtemps. Bien, ce qu'on sait déjà depuis récemment, c'est que. Donc ça ne serait pas tant de la génétique que de l'épigénétique, en fait. C'est-à-dire que c'est dans le développement, mais c'est quand même transmis de manière à influencer directement les comportements. Ce qu'on appelle le phénotype, en fait. Donc, le phénotype, c'est le comportement. C'est la manifestation du comportement qui serait liée à cette affaire développementale là, dans le ventre de notre mère. Là. Vous comprenez? Hey, j'espère que c'est clair parce que là, je sors des mots un peu compliqués. Ah, mais non, en tout cas, moi, je suis passionné, c'est vraiment intéressant. On continue, on lâche pas. Là, je nous ramène un petit peu parce qu'on s'est parlé de stress, on s'est parlé de santé mentale, on a parlé de stress chronique. On essaie de faire certains liens, mais dans le fond, la question, pourquoi le contexte de la COVID est un risque aux problèmes de santé mentale? Alors, Oui. Ben, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle du stress à l'école, là, stress santé mentale à l'école. Je vais quand même essayer de parler de l'école parce que c'est important. Tu sais, dans le dernier avis du Conseil supérieur de l'éducation là, sur lequel j'ai travaillé, on a misé énormément sur le bien-être. Fait que ceux qui l'ont lu, là, bon, c'est l'accent qui est mis sur le dernier avis. Nous, on est parti vraiment dans la perspective que dans ce qui serait un idéal social, c'est que l'école soit un facteur de protection pour tous les enfants. Fait que c'est un peu l'idée, là, tu sais. Ben, c'est sûr que il y a la pandémie, il peut y avoir le contexte pandémique, c'est-à-dire qui génère une pression sur la société. Puis comme les familles sont un peu le prolongement de la société, ben, ça crée une pression sur les familles. Mais si à l'école, il y a un milieu qui est protecteur, c'est-à-dire, mais là, tu sais, ça, c'est tous des enjeux d'école. Hein? On en parlait plus tôt d'équipe école, est-ce que l'école se soutient, est-ce que, bon, etc., etc. Bien, un enfant va bien fonctionner à partir du moment où les adultes qui l'entourent se gèrent bien. Tu sais, c'est un peu l'idée, là. C'est la même chose dans une famille. Si les parents dans une famille s'engueulent, bien, c'est sûr que les enfants vont avoir des comportements. Ça, je peux vous le garantir. Là, tu sais. C'est comme ça chez nous comme ailleurs, puis c'est comme ça dans les écrits, puis on le sait. Mais c'est la même chose à l'école. C'est-à-dire, il y a un collègue avec qui je travaille, là, qui est Pierrick Pusquelec à l'Université de Montréal, qui s'intéresse notamment à la contagion émotionnelle puis au stress. Bien, on sait que le stress, ça se transmet. Ça se transmet de manière, on dit contagieuse, là, mais pas c'est une sûr que, transmission communautaire. ben, tu sais, c'est sûr que si moi j'arrive dans la salle de classe, là, puis je suis en maudit, là, puis que j'ai vraiment une mauvaise vibe, ben, c'est certain que je vais stresser les enfants. Ça, c'est une évidence. Puis si je stresse les enfants, ben, qu'est-ce que je vais avoir apparaître? Des comportements. Fait que des comportements de régulation. Fait que je vais avoir des enfants qui vont bouger beaucoup, puis qui ne seront pas bien. Je vais en avoir d'autres qui vont se replier sur eux-mêmes. Je vais en avoir qui vont faire des blagues inappropriées parce que, vous comprenez? Ben, c'est ça que ça fait. Donc,
Donc, si dans les écoles, les équipes écoles sont solides, les gens ont confiance, là, ben, c'est tout évidemment, là, vous comprenez qu'en contexte pandémique, on est tout la confiance qu'on a en notre gouvernement, les politiques, comment ça atterrit chez le monde, à l'école. Bien, c'est sûr que si le message qui est envoyé aux enfants, c'est un message positif, qu'on est capable de passer à travers, qu'on est ensemble, que le soutien social est là, bien, les effets du stress, là, ils vont être minimes, en fait. Parce que le meilleur facteur de protection pour faire face à des situations difficiles, c'est le soutien social. Donc, ça a traversé les temps. Ben, C'est éprouvé. ça rejoint beaucoup, je me permets ce parallèle-là là, pour avoir œuvré longtemps en milieu défavorisé. En fait, tous les facteurs de protection qu'on attribue au milieu défavorisé, que lorsqu'on met en place ces facteurs de protection-là, puis là, je pense à une école montréalaise pour tous, bien évidemment, là, lorsqu'on met ça en place, ben, on vient éliminer, en fait, on vient vraiment permettre l'équité des chances là, au niveau des élèves. C'est ce que j'entends aussi, c'est que si on applique de façon efficace et intelligente certains facteurs de protection, ben, l'école va devenir une réponse assez efficace à ces stress chroniques-là qu'on vit présentement. Ben oui, c'est l'idéal. Et l'idéal, c'est d'avoir des adultes sains autour de ces enfants-là. Puis les enfants vont n'y voir que du feu. Mais faut-il que. Les enfants vont réagir à leur environnement. Fait que si l'environnement est malsain, les enfants vont avoir des comportements. Puis si COVID, pas COVID. Mais après, c'est nous, aux adultes, à passer à travers ça puis essayer d'être bien en selle. Mais évidemment, c'est ça que ça fait le contexte pandémique. Ça crée une pression sur tous les systèmes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Puis moi, en étant vraiment dans les théories de l'évolution, ben, on le voit chez toutes les espèces. Dès qu'on met une pression sur le système, les espèces déraillent. Hein? C'est-à-dire qu'on voit vraiment des mortalités, on voit des problèmes de reproduction. C'est comme ça chez toutes les populations animales, puis c'est comme ça chez l'humain. Fait que dès qu'on met une pression dans l'environnement... Ah, ça va revenir. Attends. Oui, ça revient. Désolé, on a perdu quelques secondes, c'est plutôt. Ben, c'est ça. Dans le fond, dès qu'on met une pression sur l'environnement, puis qu'on met une pression sur les individus, ben, ça génère évidemment une réponse d'adaptation. On est dans ces mécanismes-là, en fait. Fait que c'est sûr que l'idéal, ce serait qu'à l'école puisse être un des meilleurs facteurs de protection qu'on puisse avoir si ça va mal dans les familles, puis si ça va mal dans la société. Mais là, on est dans un équilibre précaire pour tout le monde. Oui. Donc, la clé, là, c'est le soutien social. Oui. Ben, je me permets, j'affiche une autre question que je vois passer dans le clavardage. Qu'en est-il de la psychoéducation comme moyen pour gérer le stress et la santé mentale? Ben, la psychoéducation, là, d'abord, là, je ne sais pas, monsieur, ce qu'il connaît de la psychoéducation. La psychoéducation est à la fois une approche, mais une profession. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, si on parle de l'approche, oui, c'est un bon moyen. Mais c'est un bon moyen. Plusieurs moyens sont bons. Est-ce que la psychoéducation comme approche est un bon moyen? Oui. Est-ce qu'une thérapie en psychologie est bonne? Oui, là, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Mais si vous voulez savoir ce qui est bon, en tout cas, un bon moyen pour gérer la santé mentale, hein, pas la maladie mentale, mais ben, ça, on le sait, c'est de faire du sport, faire une marche à l'extérieur. Ça, on le dit, là, les spécialistes le disent. Ça, on a des évidences scientifiques assez claires là-dessus. Marcher, aller à l'extérieur, s'exposer à la température et marcher pendant 10-15 minutes là, en ville, peu importe, sans son téléphone, on sait que ça fait diminuer les hormones de stress. Intéressant. Donc, ça on le sait. Sans son téléphone, ça, c'est tout un exercice. Sans son téléphone, oui. C'est pas le réel défi. Oui. Mais juste s'exposer à la température extérieure puis marcher 15 minutes est suffisant pour avoir des impacts significatifs sur le fonctionnement de votre corps. Je prends une dernière petite. En fait, la question, elle est longue, mais je vais la lire. J'aimerais apporter une observation sur le fait que l'impact de la COVID sur la société en termes de stress et d'anxiété est beaucoup discuté, mais que les personnes atteintes de maladies mentales permanentes avec de plus gros enjeux tels que les troubles de bipolarité, schizophrénie et autres restent encore une fois dans l'ombre. Qu'en dites-vous? Non, mais elle a raison. C'est un peu ce que je disais tantôt.
c'est sûr que lorsqu'il y a une crise qui touche toute la société et qui crée une pression sur l'environnement, ben, ceux qui ont des vulnérabilités au départ, c'est-à-dire, tu sais, là, je parlais de diabète tantôt. Pour moi, c'est une vulnérabilité. Ensuite, s'il y a des violences dans les familles, c'est des vulnérabilités. Ceux qui vivent un trouble mental, c'est une vulnérabilité. Donc, dans tous les cas, les gens qui vivent avec une vulnérabilité de santé physique ou de santé mentale, ben, sont plus à risque dans ce contexte-là. Là. Ça, c'est clair. Euh, donc, elle a raison, c'est un gros enjeu. Puis ensuite, ben, ce qu'elle a aussi raison, c'est que les ressources ne sont pas accessibles. Donc, c'est encore très difficile d'avoir juste d'avoir des services de santé physique, ça reste limite. Ben, avoir des services de santé mentale payés par l'État, là, ça reste encore un enjeu énorme. Donc, oui, elle a raison. Oui, voilà. Là, j'y vais aussi avec une collègue de mon organisation qui nous pose une question. Que pensez-vous du stress vécu avec les examens ministériels en contexte COVID? Qu'est-ce que vous Ouais, en là, il y a deux questions. pensez? Là, ça, c'est une question piège. Que pensez-vous du stress? Là, on veut me faire dire que les examens sont pas bons. Là. Non, ben, tu sais, j'ai une collègue, moi, Isabelle Plante, là, qui s'intéresse énormément à l'anxiété et au stress vécu là, pendant les périodes d'examen. Ben, tu sais, on sait là, que tout ce qui entoure, en fait, les évaluations, les examens, génère une réponse de stress. Ça va générer une réponse différente chez les garçons, chez les filles. Euh, Est-ce que maintenant, les examens ministériels, c'est bien ou c'est pas bien? Moi, je suis pas un spécialisé en pédagogie de ce genre de truc. Fait que, tu sais, m'affirmer sur ça, je ne sais pas trop. Mais oui, les évaluations, qu'elles soient ministérielles ou non, génèrent un stress, oui. Fait qu'un examen de conduite aussi, là, OK? Maintenant, en contexte COVID, tu sais, moi, j'entends des assouplissements, des adaptations. Là, il va y en avoir moins cette année. Là, ça, si vous me demandez, est-ce que c'est bien? Oui, oui, c'est bien. C'est bien de comprendre qu'il y a des moments où on doit s'adapter, puis après, si je peux dire un élément, c'est que tout sera mieux vécu s'il y a du soutien. Examen, pas examen. Excellent. Du soutien social. Oui. Euh, Avant de compléter, en fait, je vous pose la question, là, un genre de mot de la fin, là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de plus de vos propos? Euh, que le stress, oui, ben c'est bon. Que le stress, c'est une réponse qui est normale. Que ce que l'on vit actuellement, là, tout le monde. Donc, de voir que de plus en plus de personnes ne vont pas bien, là, ben, c'est normal. C'est ça qui est plus triste à dire, là. C'est-à-dire que l'impact est fort. Puis, c'est pas anormal d'avoir des problèmes d'adaptation quand que la pression de l'environnement est forte. Donc, je vous l'ai dit, là, en fait, c'est comme ça chez les humains, mais c'est comme ça chez toutes les autres espèces. Donc, changer vraiment des paramètres dans un environnement, puis mettez-y une pression sur les espèces qui y vivent, puis vous allez générer exactement ce qu'on vit chez ces espèces-là. OK? Donc, des difficultés d'adaptation euh, importantes. Donc ça, il faut retenir ça. Donc, de ne pas se sentir mal, c'est ce qu'on est en train de vivre. Puis maintenant, l'autre chose que j'aimerais qu'on retienne, en fait, c'est qu'on va. Ben, vous le savez, la meilleure façon de passer à travers, c'est en se soutenant les uns les autres. S'il y a quelque chose sur lequel il y a une évidence, puis que toutes les espèces aussi font, c'est de se soutenir en groupe pour passer à travers des périodes difficiles. C'est plutôt simple, hein? Oui, Je ne suis pas en train d'inventer grand-chose là, quand je vous dis ça, mais c'est ce qu'on sait, en fait. oui, mais c'est un message, c'est un message excessivement positif parce que il y a des solutions, puis faut relativiser un peu tout. Alors, vraiment, très apprécié. Je regarde les commentaires dans le clavardage et je pense que les gens apprécient beaucoup la discussion actuelle. Alors,
Écoutez, on arrive, ça fait déjà 55 minutes qu'on traite du sujet, ça a passé excessivement rapidement. Il me reste juste à vous dire, Monsieur Bluteau, un immense merci pour cet exercice parfois un peu complexe, mais vous avez vraiment une manière de rendre accessible un sujet complexe. C'est très apprécié. Encore une fois, j'ai le privilège d'accueillir à chaque rencontre des invités de grande qualité, dont vous faites évidemment présentation. À vous tous, public, ne manquez pas notre prochain rendez-vous le mercredi 20 janvier prochain, toujours à 17h. Et le thème de notre prochain webinaire est l'éducation relative à l'environnement. J'aurai le plaisir d'accueillir Madame Lucie Sauvé, professeure associée au département de didactique de l'UQAM, et nous discuterons ensemble d'éducation relative à l'environnement. Alors, avant de se quitter, il ne me reste qu'à vous souhaiter, malgré le contexte, un heureux temps des fêtes et au plaisir de se revoir en 2021. Alors, merci, Monsieur Bluteau. Ce fut un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de soirée. Merci.